Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédo. Il est 8h14 et vous êtes bien sur Sud Radio. Mon invité politique ce matin est David Béliard, maire adjoint de Paris et chef de file des écologistes municipales. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Une bonne nouvelle pour toute une région et ses habitants. C'est une étape de plus vers une construction rationnelle. l'A69, en cours d'appel grâce au tribunal administratif, a acquis le statut, je cite, de chantier d'utilité publique. On applaudit des deux mains. Non, on n'applaudit pas du tout des deux mains, non, pas du tout. Vous savez très bien que les écologistes sont sont opposés à cette construction d'autoroute. D'ailleurs, je suis toujours étonné. Vous savez, un des impacts de l'A69, ça va être la destruction notamment des écosystèmes, la destruction, en gros, des bébés oiseaux. Aujourd'hui, où on se dit, oh là là, c'est formidable, par exemple, de défendre les bébés phoques. Par contre, les mêmes nous expliquent que, par contre, détruire les bébés oiseaux, alors pourquoi vous dites ça ? Parce que la justice administrative a fait un travail sur ce sujet et je lisais hier. C'est noté, tout ce qui a été fait, le maintien des espèces protégées a été réglé et n'était pas menacé. Pardon. Vous savez très bien que les impacts du construction d'une nouvelle autoroute, d'abord, c'est complètement anachronique avec la situation actuelle, notamment avec l'accélération des dérèglements climatiques, et qu'on n'a pas besoin d'autoroute dans ce pays. On n'a pas besoin d'autoroute supplémentaire. D'ailleurs, c'est une autoroute qui sera extrêmement chère et qui va être réservée aux automobilistes les plus riches. Non, mais pas du tout. Aujourd'hui, en fait, on a des travaux qui vont avoir des impacts, encore une fois, majeurs sur les écosystèmes, et que les mêmes qui ont des larmes de crocodile pour défendre celles qui défendaient les animaux, eh bien, se disent que c'est formidable de construire une autoroute sur des écosystèmes qui sont aujourd'hui des écosystèmes vitaux pour nous. Je pense qu'on peut faire complètement différemment. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, l'argent que nous mettons aujourd'hui dans la A69, on devrait la mettre, par exemple, dans les trains. Parce que on a un problème de train dans ce pays. Oui, on a un problème de transport collectif. Oui, on a un problème pour proposer des alternatives. Des alternatives à la voiture. Pourquoi le train ? On ferme les trains de nuit aujourd'hui. Vous voyez bien qu'en fait, on est dans un système qui est parfaitement absurde. On continue à dire aux gens et à leur imposer l'usage de la voiture dont on sait qu'elle coûte extrêmement cher, au-delà des effets de pollution, et dans le même temps, on paye une blinde. Les billets de train, par exemple, pour aller voir sa famille pendant les fêtes de fin d'année. Vous voyez bien, de tel prix de billets de train, quand même vous construisez de nouvelles lignes, ça restera inaccessible pour énormément de gens. La question aujourd'hui, c'est de dire où va l'argent. On est en période de discussion budgétaire, on ne sait pas si d'ailleurs on aura un budget, on a compris qu'on serait à la diète. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que pour le coup, eh bien, rationalisons. Mettons l'argent où on en a besoin. On a besoin aujourd'hui, eh bien, d'accélérer notre transition écologique, et donc pour cela, eh bien, mettons de l'argent, par exemple, sur les transports collectifs. Ce qu'on fait d'ailleurs à Paris, on met de l'argent là où on en a vraiment besoin, les transports collectifs ou la rénovation énergétique des bâtiments. C'est ça aujourd'hui nos grands enjeux, et ce sont les enjeux qui sont des enjeux nationaux, qui sont aussi des enjeux locaux. Donc non, c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez, moi, j'attends, il va y avoir la Cour de cassation, donc on va voir ce qui va se passer pour l'A69. Je reste fondamentalement opposé à ce projet, mais plus globalement à tout projet qui aujourd'hui, eh bien, vont encore agrandir, amplifier les infrastructures qui sont des infrastructures autoroutières, alors que, encore une fois, nous avons besoin d'investissements, notamment par exemple sur le ferroviaire. Mais avec les arguments que vous développez ce matin au micro de Sud Radio, David Béliard, est-ce que vous n'êtes pas en train tout simplement de dessiner une France qui est amenée à ne plus jamais avoir de grands chantiers, des chantiers d'envergure pour l'avenir du pays ? Si, mais vous savez, le premier chantier d'envergure que nous avons, c'est de répondre justement, eh bien, aux enjeux de l'accélération climatique, ou même aux enjeux d'égalité sociale. C'est les services publics, c'est des villages, c'est des commerçants, c'est des artisans qui ont besoin de vivre à la fin du mois. Vous savez, je connais bien ce type de région, j'en viens. Je vois très bien. Justement, vous savez aussi que c'est une grande difficulté de ne pas avoir cet axe autoroutier. Je vois aussi à quel point ça peut assécher aussi une économie, parce que ça favorise les villes, en fait, en vérité, parce que vous êtes sur des couloirs, vous êtes sur des corridors, vous arrêtez jamais sur les petits villages. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je viens de Port-sur-Saône, par exemple, on a fait une déviation, à Port-sur-Saône, il n'y a plus personne. C'est ça qui est en train de se passer sur ces petits villages. Donc, je vois très bien aussi, et ça, c'est un leurre qu'on nous vend à chaque fois, et que on continue à acheter, ou en tout cas à répéter sur les médias. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a une économie qui est pourvoyeuse d'emplois. C'est quoi ? Eh bien, c'est l'économie du soin. Oui, il faut améliorer la santé, et notamment des personnes les plus fragiles. C'est l'économie de l'écologie. C'est les nouvelles énergies. C'est la
rénovation énergétique des bâtiments. Là encore, donc, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois sur la vie quotidienne désormais avec vous au pouvoir, que ce soit dans les grandes villes ou plus tard. Pas qui prime, qui améliore la vie quotidienne. C'est ça la réalité. Désormais. Mais non, mais c'est que c'est un principe qui doit arriver au-delà de tous les autres. C'est pas que pour moi, c'est pour vous, c'est pour nos enfants. Aujourd'hui, nous avons besoin. J'ai peut-être envie que si j'ai des enfants qui prennent l'autoroute, vous avez envie qu'ils vivent. Je crois que là où, je ne sais pas si vous êtes parent, mais moi en tout cas je suis papa et j'ai envie que en fait mon fils puisse vivre déjà pour commencer et puisse bien vivre. Et pour ça, en fait il faut qu'il ait une bonne qualité de l'air, il faut qu'il puisse manger des bons aliments et de la bonne nourriture, il faut qu'il puisse boire de l'eau qui ne soit pas polluée. Grosso modo, hein. Vous savez, j'ai beaucoup d'ambition, mais quand même déjà ça serait déjà le minimum. Qu'il soit soigné, par exemple. Par exemple, vous parlez de grand chantier par exemple des hôpitaux publics. Aujourd'hui, nous avons une déshérence totale, un désengagement total sur la question de l'hôpital public. Ça, par exemple, c'est un des grands chantiers qu'il nous faut mener et qu'aujourd'hui le gouvernement ne mène pas, n'a pas mené et que moi, par exemple, au pouvoir ou ma famille politique au pouvoir, nous mènerions. Des chantiers qu'il faut mener, en tout cas, c'était prévu par le gouvernement, mais il a dû légèrement reculer l'interdiction des gobelets jetables contenant du plastique qui devait entrer en vigueur tout simplement demain et finalement repoussé à 2030. Là aussi, vous mettez le pouce vers le bas ? Je ne vais pas vous étonner, franchement, on doit sortir du plastique. Vous voyez bien. Mais là, l'industrie dit que le gouvernement n'était pas prêt. Mais l'industrie n'est jamais prête, pardon. L'industrie n'est jamais prête. Jamais. Les industriels. Il y a des emplois accessoirement. Les industriels, oui, il y a toujours des emplois, il y a aussi des vies, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, oui, vous savez ce qu'on a dans notre cerveau, hein. Tous les scientifiques, les études scientifiques le disent, nous avons des microparticules de plastique dans notre cerveau. C'est ça la réalité. Donc, en fait, vous n'avez pas beaucoup d'options pour limiter, par exemple, l'impact du plastique sur notre santé. C'est juste de consommer moins de plastique, c'est de faire moins de plastique. Et pour ça, ça passe évidemment par la question des gobelets, mais pas que des gobelets. Nous avons mis en place, par exemple, à Paris, encore une fois, les collectivités, heureusement qu'elles agissent, des systèmes pour limiter, notamment pour les grands événements, l'usage, par exemple, de gobelets en plastique. Tout ça est tout à fait faisable et possible. Ce qui est d'ailleurs la question des gobelets en plastique, elle révèle aussi ce qui se passe, par exemple, sur les voitures. On dit, on va remettre au calendes grec, la question de la fin du diesel, la fin du thermique, la fin du plastique. Et donc tout ça, en fait, pour dire, on a envie de changer, mais en fait, on ne change rien. Autre changement excessivement concret, la nouvelle qui va concerner énormément de personnes, plus de 800 000, le fameux DPE qui est le diagnostic de performance énergétique qui va s'assouplir. Est-ce que le gouvernement n'a pas raison tout simplement de changer les règles pour que cela soit moins contraignant pour les Français, pour les locataires et les propriétaires ? Alors vous savez déjà, ces 800 000 logements qui sont des passoires énergétiques, hein, vous savez ce que c'est une passoire énergétique ? C'est quand il fait très très froid, en fait vous avez très très froid. Ou quand il fait très très chaud, vous pouvez plus vivre dans votre appartement parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait 40 ou 50 degrés. Donc c'est déjà soit 800 000 personnes dont on sait en fait qu'elles vont continuer à vivre dans des conditions qui sont des conditions dégradées. Les gens qui font, qui prennent ces décisions, eux, ils vivent dans des bons appartements qui sont thermiquement confortables. D'assouplir les règles. La solution, je vais vous dire ce que je pense, c'est qu'encore une fois, c'est un aveu d'échec. C'est que la solution, c'est d'investir dans la rénovation énergétique des bâtiments. Je sais que c'est compliqué. Moi, je suis président de la RIVP, un des 3 bailleurs sociaux de la ville de Paris. Nous mettons 1 milliard d'euros sur 10 ans pour rénover nos logements. Donc, je sais très bien à quel point, en fait, c'est extrêmement compliqué de faire ces rénovations et que c'est difficile, notamment dans des villes comme Paris. Mais en vérité, c'est ça l'enjeu qui est devant nous. C'est de permettre aux gens de pouvoir vivre correctement dans des appartements, qu'il fasse très froid ou qu'il fasse très chaud. Et qu'est-ce que dit le gouvernement ? Il dit, comme je n'ai pas agi, parce qu'en fait c'est ça la réalité, la prime rénov n'existe plus. Donc, comme je n'ai pas agi, je vais modifier les règles pour pouvoir remettre en fait en location 800 000, permettre en location 800 000 logements, qui sont des logements, encore une fois, qui proposent, ou en tout cas qui assignent des gens à des conditions parfaitement dégradées de location et de vie quotidienne. Ça nous amène justement à votre combat municipal, David Béliard. Je rappelle que vous êtes le maire adjoint de Paris pour le moment, chef de file aussi des écologistes au municipal. Vous défendez en tant que maire, et j'imagine aussi de votre famille politique, si elle arrive en tête des grandes villes, l'interdiction totale des locations des passoires thermiques ?
Alors moi, ce que je défends d'abord, c'est que tout le monde puisse vivre dans des bonnes conditions dans ses logements. Oui. Donc moi, ce que je dis, c'est pas d'interdire les passoires thermiques. Ce que je dis, c'est de transformer ces passoires thermiques. C'est donc d'avoir un effort qui est un effort d'investissement, Concrètement, c'est d'aider les propriétaires et notamment les petits propriétaires, pas ceux qui possèdent un appartement qu'ils mettent en location dans des bonnes conditions, pas qui font du Airbnb professionnel qui est parfaitement déflagrateur pour une ville comme Paris, par exemple, eh bien, de les aider à rénover thermiquement leur bâtiment. Vous avez des aides qui sont des aides directes. La ville de Paris, par exemple, met déjà beaucoup d'argent là-dessus. Donc, on peut imaginer qu'à Paris ou dans les autres grandes villes détenues par les écologistes, demain, après-demain, dans les années à venir, la mairie donnera un chèque supplémentaire. Mais c'est déjà ce qui se passe en partie. Plus important, je veux dire, bien sûr. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, simplement, c'est que l'investissement sur la rénovation énergétique, nous, on s'est fixé 100 000 logements de rénover thermiquement, avec en plus un accès à la géothermie, puisque à Paris vous avez une possibilité d'avoir une ressource qui est une ressource d'énergie particulièrement peu chère et surtout disponible dans les sous-sols. Donc en fait il y a des solutions qui aujourd'hui sont des solutions à la fois techniques, des solutions financières. Tout ça c'est de l'engagement politique, c'est de l'engagement financier. C'est ça qui m'intéresse moi. C'est pas d'interdire ou de modifier des règles pour montrer la réalité telle qu'elle n'est pas. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que les gens puissent vivre correctement dans leur logement. Et pour ça, quand vous êtes dans une collectivité, eh bien vous pouvez agir, mais vous ne pouvez pas agir seul. C'est là où je le dis ici à votre micro, c'est que le gouvernement aujourd'hui, il doit agir. La prime rénov doit être augmentée. Nous devons avoir une politique qui est une politique d'investissement. Oui, c'est déjà le cas, mais ce serait déjà une première étape. Mais il faut que nous ayons effectivement, eh bien là aujourd'hui, un investissement massif dans la rénovation énergétique des bâtiments. Vous promettez aussi un peu plus de logement social si vous arrivez à une majorité concrète à la mairie de Paris. Vous voulez limiter, vous en avez parlé, le Airbnb professionnel. Vous souhaitez aussi encadrer, c'est ça, certains prix de loyer. Aujourd'hui, quand on voit la structure de Paris ou même des autres grandes villes, on pense à Lyon, on pense à Toulouse, on pense à Angers, à Nantes. Est-ce qu'on peut encore vivre dans une grande ville avec de telles conditions que vous allez poser ? Moi, d'abord, c'est parce que je pose ces conditions et parce que nous posons avec l'ensemble de la gauche ces conditions-là que nous pourrons continuer à vivre à Paris. Si vous laissez le marché complètement libéralisé, les prix vont continuer à augmenter. Par exemple, sur la question de l'encadrement des loyers, moi je suis pour une police des loyers. Aujourd'hui, on parle de sécurité. Il y a aussi cette sécurité de pouvoir continuer à vivre. L'encadrement des loyers, c'est très important. Ça doit être mieux respecté, par exemple, à Paris, parce qu'on sait que si en fait on lâche la bride, on lâche la bride là-dessus, eh bien oui, heureusement qu'on est au pouvoir, parce qu'on a fait du logement social. Ça fait combien de temps que vous êtes au pouvoir à Paris ? Justement, mais ça fait combien de temps que vous êtes au pouvoir à Paris ? Vous connaissez la réponse depuis le début des années 2000, et depuis que nous sommes au pouvoir, loyers ont explosé, les gens savent que vous êtes au pouvoir. Depuis que nous sommes au pouvoir, l'encadrement des loyers n'existe pas depuis 2001, mais depuis que vous êtes au pouvoir, ne faites pas l'étonner, c'est pas nous, moi je suis pas député, moi je suis élu local. Mais vous proposez des choses au niveau de la ville que vous n'avez pas fait pendant 24 ans. Non, c'est faux. Non, c'est parfaitement faux. C'est parce que en fait nous sommes aujourd'hui et que nous avons été aux responsabilités depuis déjà plusieurs années que par exemple nous avons plus que doublé par exemple le nombre de logements sociaux, permettre à des dizaines de milliers de personnes, de continuer. Beaucoup de gens qui nous écoutent pensent à l'encadrement de leur loyer dans les grandes villes. Oui, ça existe déjà. Paris, vous dites que vous êtes depuis 25 ans au pouvoir. Ça existe déjà. Et par exemple, je vous le redis, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui peuvent par exemple accéder à du logement qui est du logement social. Oui, nous avons besoin, et ça a été voté, et je m'en félicite puisque ça a été voté il y a quelques semaines, la pérennisation, en tout cas l'extension de l'encadrement des loyers. Je pense que c'est une bonne mesure qui a été portée d'ailleurs par les écologistes. C'était Cécile Duflot qui à l'époque l'a fait voter, ministre écologiste. Et donc je pense qu'il faut continuer à avoir l'encadrement des loyers, et que cet encadrement des loyers, il doit être mieux respecté. Et ça, par exemple, moi je dis pas que tout a été bien fait pendant ces années. Eh bien ça, par exemple, si nous sommes réélus, ce que j'espère et ce que je souhaite, eh bien nous augmenterons les moyens pour permettre aux gens de faire respecter l'encadrement des loyers, parce que si nous laissons le marché libéralisé comme le propose par exemple la droite parisienne, eh bien là vous êtes sûr, à coup sûr pour le coup, vraiment, d'avoir une explosion des loyers et de permettre juste aux riches de pouvoir accéder à Paris. La ville justement et sa manière de circuler un peu mieux, si jamais vous arrivez à nouveau avec une majorité à la mairie de Paris, est-ce que vous allez remettre la verbalisation ZFE actuellement suspendue jusqu'à la fin de l'année 2026 ?
Alors d'abord, c'est pas nous, c'est pas le Paris exactement qui gère la ZFE. Moi, je vais vous dire ma position. Ma position, c'est que la métropole, bon, voilà, que la métropole du Grand Paris, oui, agisse pour une ZFE qui soit effective. Ça veut dire quoi, une ZFE qui soit effective? La ZFE, c'est empêcher les véhicules les plus polluants d'accéder en fait en ville en journée du lundi au vendredi. C'est ça la zone à faible émission. Voilà, c'est ça le truc. Mais vous savez ce que ça voulait dire. Vous savez, beaucoup de gens qui vous entendent, David Bayard, vont dire en réalité, vous voulez essayer d'encadrer les loyers pour accéder aux plus modestes, d'avoir des logements, mais vous voulez les empêcher d'entrer dans la ville. Ah, vous allez voir, moi, vous savez, je suis un militant ce qu'on appelle des zones à faible émission socialement justes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire mettre en place effectivement ces restrictions de circulation pour permettre quoi? Pour permettre aux gens de bien respirer. Hein. C'est ça la réalité. C'est pas parce qu'on n'aime pas les voitures. C'est parce que en fait, c'est pour permettre aux gens de bien respirer. Et de l'autre côté, investir, mettre de l'argent pour permettre justement aux gens qui sont les plus modestes et qui ont besoin de leur voiture, parce que ça existe évidemment. Il y a plein de gens qui ont besoin de leur voiture pour pouvoir circuler, et bien de pouvoir acheter des véhicules qui soient des véhicules moins polluants. Vous savez, c'est les deux trucs. Il faut toujours avoir les deux choses. C'est-à-dire, effectivement, on change les règles. Ça, c'est vrai. C'est les zones à faible émission. Mais il faut aider, notamment les plus modestes, à accéder et à répondre à ces règles, c'est-à-dire à leur permettre d'acheter des voitures. Ce que n'a pas fait le gouvernement et ce que je souhaite continuer à faire. Et d'ailleurs, je le fais aussi au niveau parisien. Je l'ai fait puisque notamment pour les artisans, c'est 6 000 € qui sont proposés pour les artisans qui veulent aller vers des véhicules moins polluants. David Bayard, aussi les questions de logistique à l'heure des municipales à Paris. Ce sera ma dernière question. Hier, on recevait ici Rodrigo Arenas, qui est député LFI de Paris, soutien naturellement de Sophia Chikirou, qui affirmait il faut poser la question à Emmanuel Grégoire, dont vous êtes naturellement le soutien, qui refuse d'alliance avec LFI. S'il change d'avis, nous aviserons, on tendra la main. J'imagine que vous avez un but commun, battre le bulldozer Rachida Dati. Est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas tout simplement être ouvert d'esprit pour tendre la main à une alliance avec toute la gauche? Vous savez, moi, j'ai commencé ma campagne sur la question de l'union la plus large possible. Mon objectif, c'est d'avoir au second tour une candidature unique à gauche, donc dont acte. J'entends ce que nous dit Rodrigo Arenas. C'est pas tout à fait ce que j'entends pour les autres candidats ou candidates LFI. Mais moi, je vais vous dire un truc. D'abord, en fait, on va faire le premier tour. On a plein de propositions. La mutuelle municipale, on a la question des supermarchés municipaux. Vous ne l'excluez pas définitivement par principe. Mais moi, je vous le dis, je ne vais pas me renier. Oui, je suis favorable à ce qu'à la fin, nous n'ayons qu'une candidature. Donc, pour avoir qu'une candidature, il faut discuter avec tout le monde. Je discute avec tout le monde. Et en fait, oui, avec toutes les forces de gauche qui seront présentes au second tour. Mais pour l'instant, faisons le premier tour. Là, maintenant, on va lancer la campagne. La campagne, elle va se lancer. On a un premier meeting tout début janvier avec Emmanuel Grégoire. On a fait l'union de toutes les forces de gauche qui souhaitaient faire l'union. Eh bien, très bien. C'est formidable. On va rentrer maintenant dans la campagne municipale. On va faire des propositions. Ça sera projet contre projet. Et je n'oublie pas, parce que moi, je n'ai qu'une adversaire, voire qu'une ennemie. C'est Rachida Dati, c'est cette droite qui est une droite aujourd'hui trumpisée, et c'est elle, oui, et c'est elle qu'aujourd'hui je souhaite. Dati est trumpisée. Vous voyez bien ces vidéos, c'est quand même beaucoup d'idéologie, c'est beaucoup d'instrumentalisation, notamment de la pauvreté, c'est quand même énormément de fake news. Vous voyez bien en fait tout ça. Et puis surtout, attendez. C'est une droite aujourd'hui qui est une droite régressive. C'est une droite qui lutte contre le logement social. C'est une droite qui ne souhaite pas l'encadrement des loyers, qui souhaite faire revenir des voitures, faire revenir des voitures. Par exemple, ce que vous avez vu sur ce qui s'est passé, par exemple, dans le métro parisien, par exemple, où on nous a raconté que c'était une personne en UQTF qui avait agressé 3 femmes, alors qu'on sait que c'est une personne naturalisée française depuis 2017. Ne le savaient pas. Oui, mais vous voyez bien que tout ça a été repris. Alors c'est un problème du coup, si les services du ministère de l'Intérieur. Oui, mais vous voyez bien qu'en fait on a un sujet. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, simplement, c'est que nous allons rentrer dans la campagne des municipales. Cette campagne des municipales, ça sera projet contre projet. La gauche n'a rien à voir avec cette droite-là, qui est une droite régressive, anti-écolo et anti-sociale. Donc maintenant, on va faire des propositions, on va faire une campagne qui va être une campagne joyeuse, et j'appelle toutes les personnes qui aujourd'hui se reconnaissent dans les valeurs de gauche, qui veulent continuer à faire une ville solidaire et une ville écolo, eh bien à nous
rejoindre. Et ensuite, nous verrons ce qui va se passer pour le second tour. Eh ben, le message est passé pour cette année 2026 que je vous souhaite joyeuse et mes meilleurs vœux, comme on dit traditionnellement. David Béliard, merci d'avoir été avec nous. Maire adjoint de Paris et chef de file des écologistes au municipal. Dans un instant sur Sud Radio, les grands tabous de l'histoire de France. Et puis dans une poignée de minutes, on sera avec vous au standard 0826 300 300. 20h, les vœux traditionnels du chef de l'État. Est-ce que vous les écoutez ou est-ce que vraiment ça aura déjà une ambiance de fin de règne pour Emmanuel Macron? 0826 300 300. À tout de suite.